Europe 1, 6h47, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. On va essayer de prendre un peu de recul 4 jours après le crash du Boeing de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine. On va essayer de revenir aux origines de ce conflit en Ukraine. D'abord, une question. Les États-Unis et notamment John Kerry disent très clairement que les Russes ont fourni aux séparatistes le système de missiles qui a permis d'abattre l'avion. Pour vous, ce scénario-là, est-ce qu'il est crédible ? On ne peut rien dire. Est-ce qu'il est crédible ou pas ? Là, on est dans une guerre des communiqués. On est dans une guerre également d'une certaine forme de désinformation. Je crois que il y a d'autres explications. En particulier, le 29 juin, les séparatistes annonçaient qu'ils avaient pris une batterie de missiles Buk aux Ukrainiens. Ils avaient publié la photo d'ailleurs de la batterie qu'ils ont retirée ensuite de leur compte sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, ce que dit John Kerry, oui, c'est possible, mais d'un autre côté, il faut se souvenir que son prédécesseur au même poste, Colin Powell, affirmait qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Oui. Donc, il faut relativiser les choses. Il faut relativiser. D'après vous, quel pouvoir a Vladimir Poutine sur les séparatistes pro-russes ? Est-ce qu'il les contrôle totalement ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Oh, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, le contrôle aujourd'hui de Vladimir Poutine est relativement faible, tout simplement parce que les séparatistes étaient absolument persuadés, il y a 3 mois, que Moscou était derrière eux jusqu'au bout. Or, le plan de Vladimir Poutine, ce n'était pas d'annexer l'Est de l'Ukraine, c'était simplement de rattacher la Crimée. Et une fois que cet objectif a été atteint, ensuite, il s'agissait pour Moscou de faire profil bas de manière à ce que la communauté internationale ne proteste pas trop sur l'affaire criméenne. Ne pas aller trop loin. Ne pas aller trop loin. Le problème, c'est que pour les séparatistes et pour de très nombreux éléments dans la politique intérieure russe, ce n'était pas acceptable. Il fallait réellement soutenir le séparatisme des séparatistes, évidemment, de l'Est de l'Ukraine. Ce qui n'a pas été le cas de Poutine, qui, effectivement, ne les lâche pas, mais ne les aide pas beaucoup non plus. Mais est-ce que Vladimir Poutine a le pouvoir aujourd'hui de siffler, entre guillemets, la fin du conflit et de dire « on arrête là » ? Je vais vous dire, il y a 4 jours, il ne l'avait pas. Oui. Aujourd'hui, à cause du crash, il l'a tout simplement parce que les séparatistes sont réellement sur les défensives. D'une certaine manière, ils savent qu'ils ont perdu, tout simplement parce qu'il semble à peu près établi que c'est eux qui ont lancé le missile, même s'il y a encore des zones d'incertitude. On ne peut pas dire à 100% que c'est ça l'explication, mais il y a un tel faisceau d'éléments concordants qui fait que pour les séparatistes, continuer dans le déni semble un tout petit peu difficile. Maintenant, ce qu'il faut également, c'est que la partie ukrainienne mette également un peu du sien. Parce que pendant que près de Donetsk, on arrête les combats pour permettre le début de l'enquête sur le crash, de l'autre côté, à Lugansk, l'offensive de l'armée ukrainienne se poursuit. Donc je crois que là, il faut que l'on parvienne, aussi bien la Russie qui essaye de le faire tant bien que mal, que les Américains et les Européens essayent de jouer de toute leur influence de part et d'autre pour limiter les combats et pour parvenir à un véritable cessez-le-feu. La grande différence, Pierre Laurin, c'est que l'armée ukrainienne et les Ukrainiens, eux, essaient de reprendre tout simplement le contrôle de leur territoire. Oui, mais d'un autre côté, ce territoire, est-ce qu'il leur appartient réellement ? Vous savez, le problème de l'Ukraine... C'est difficile de dire le contraire aujourd'hui. Effectivement, d'un point de vue purement, du point de vue du droit international, c'est vrai, mais du point de vue culturel, du point de vue historique, du point de vue humain, il y a autant de différences entre les Ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine et les habitants du Donbass que, par exemple, entre les Polonais et les Russes. Mais là, vous tenez un discours qui est proche de celui précisément de Vladimir Poutine aussi, qui justifiait, notamment comme ça, l'intervention en Crimée. Il ne faut pas
comment dirais-je, parce que quelqu'un est antipathique, il ne faut pas considérer que tout ce qu'il dit est faux. Vous savez, ça, c'est le discours que vous tenez généralement concernant Vladimir Poutine. Oui, effectivement, parce que je crois qu'on le caricaturise considérablement. Je ne peux pas dire que ses arguments ne se défendent pas. Vous savez, lorsque les États-Unis et l'Europe occidentale armaient les séparatistes kosovars, je ne pense pas qu'il y ait eu autant de hauts cris que maintenant. On va rester sur le cas ukrainien. Que veut concrètement Vladimir Poutine pour l'Ukraine? C'est quoi, une fédéralisation? C'est ça qu'il souhaite? Effectivement, je crois que ce qui était l'objectif premier, c'était la fédéralisation. C'est-à-dire qu'au sein d'un même État, il puisse y avoir des politiques culturelles, de politiques qui permettent à chaque partie de l'Ukraine de ne pas dépendre de l'autre. En gros, deux régions qui ne s'entendent pas complètement, on les laisse dans un même pays, mais elles gardent une certaine autonomie. Je crois que l'exemple de la Belgique est le meilleur exemple. Est-ce que Vladimir Poutine est du genre à se laisser impressionner ou dicter sa conduite par les rodomontades internationales, notamment venues des États-Unis ? Je crois que non. Bien sûr qu'aucun chef d'État n'accepte de se laisser ainsi sermonner et considérer comme un petit garçon que l'on punit. Donc, les réactions du gouvernement russe vont être en accord avec ce qui se passe de l'autre côté. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le Kremlin a tout intérêt à ce que la situation en Ukraine se calme pour de bon. Et d'ailleurs, il en a donné le premier geste en disant qu'effectivement, la Russie ferait tout pour que les choses se passent bien au niveau de l'enquête. Ce qui implique que les choses continueraient à bien se passer une fois que l'enquête, d'ici 2, 3 mois, 6 mois, serait terminée. Merci beaucoup. Merci Pierre Laurin, journaliste et spécialiste de la Russie. Merci d'être venu sur Europe 1 ce matin et bonne journée à vous.